Et puisqu'on parle d'argent, il faut aussi que tout le monde sache ici que sans les centaines de milliers d'euros de subventions que perçoit cette association de la part de l'État et des collectivités, SOS Racisme n'existerait plus depuis longtemps. Est-ce que vous savez que les cotisations de ces adhérents représentent seulement 18 000 euros sur 1 million d'euros de budget? Je vous laisse diviser par le montant de la cotisation pour avoir le nombre d'adhérents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce soutien financier s'inscrit dans le cadre d'une volonté forte de la part de notre majorité de lutter plus efficacement encore contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination, avec un travail que nous sommes en train de mener avec le concours des associations SOS Racisme Moselle, entre autres, mais je cite le MRAP également sur ces questions-là. Donc avec le concours de ces associations, afin de donner davantage, par exemple, de visibilité au 21 mars, à savoir la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, les journées des 10 et des 23 mai, qui sont dédiées, par exemple, à la mémoire des victimes de la traite et de l'esclavage, ainsi qu'à la commémoration de leur abolition, ou encore la rédaction d'un grand plan de lutte contre les discriminations à l'échelle du mandat, et là aussi en concertation, en co-construction avec les associations, afin de pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus efficiente de la lutte contre les discriminations et de pouvoir avoir des points d'étape qui seront réalisés chaque année. Et là aussi, avec, donc, je le disais, le concours des associations et des acteurs locaux, nous sommes véritablement dans une vision systémique de la lutte contre les discriminations, à la fois pour faire en sorte que la ville de Metz soit beaucoup plus proactive sur ces questions-là, au regard des 26 critères de discrimination en effet, et toujours avec le soutien et le concours des associations, puisqu'on a également besoin d'elles et de tous ces acteurs du terrain. La délibération est en conséquence. Je vous remercie. Alors, bien. Monsieur Chomard. Merci, monsieur le maire. Bon, alors là, il y a à peu près toutes les raisons de voter contre cette subvention. À peu près toutes. D'abord, une raison de forme. Est-ce que quelqu'un sait ici que la maison mère de la section mosellane de SOS Racisme ne respecte pas les obligations qui incombent aux associations qui reçoivent plus de 153 000 euros annuels de dons ou subventions, à savoir déposer ses comptes? Sur les 16 dernières années, depuis 2010, les comptes n'ont été publiés au journal officiel qu'en 2020, en 2023 et en 2025. Peut-être, c'est une hypothèse, que ces dirigeants n'ont pas envie qu'on sache à quel point cette association est mal gérée. Et d'ailleurs, elle a été sauvée de la faillite en 2001 par les fonds secrets de Matignon. À l'époque, c'était Jospin, c'est pour dire. Ensuite, une raison de fond. C'est une association, et on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, qui est intégralement politisée et qui n'a pas grand-chose à voir avec la simple défense de personnes qui seraient attaquées en raison de leur origine. Je rappelle quand même une réalité, puisque le temps passe et il faut parfois la rappeler, que SOS Racisme a été fondé en 1984 grâce au fonds secret de la présidence de la République, que c'est une pure création de la Mitterrandie, à un moment où la gauche était confrontée au problème de la trahison de son électorat. C'était l'époque où le Parti socialiste s'était rallié à l'intégration européenne, avait envoyé Jacques Delors à la Commission, etc. Et elle devait faire diversion. Elle devait faire diversion et remplacer ses bases idéologiques, sociales, au profit des sujets sociétaux, notamment l'immigration et tout ce qui s'ensuit. Donc en donnant 8 500 € à cette officine politique, et qui l'assume comme telle d'ailleurs, la mairie de Metz soutiendrait une association qui lutte contre la tradition d'assimilation à la française au profit d'un modèle anglo-saxon communautaire, porteur de violence et de frustration. À une association qui enferme les personnes d'origine étrangère dans leur diaspora, alors que nous devons au contraire en faire des membres de la nation, selon le principe « à Rome, fait comme les Romains », et j'en sais quelque chose dans ma vie personnelle. Une association qui flique, qui dénonce et qui tente de censurer toute parole dissidente en se portant partie civile pour tout et n'importe quoi. Et puisqu'on parle d'argent, il faut aussi que tout le monde sache ici que sans les centaines de milliers d'euros de subventions que perçoit cette association de la part de l'État et des collectivités, SOS Racisme n'existerait plus depuis longtemps. Est-ce que vous savez que les cotisations de ces adhérents représentent seulement 18 000 € sur 1 million d'euros de budget? Je vous laisse diviser par le montant de la cotisation pour avoir le nombre d'adhérents. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a aucune base populaire pour cette association et ses idées. Aucune. C'est une coquille vide, une espèce d'association zombie que les partis de gauche tentent de faire survivre depuis 42 ans et avec un certain talent, il faut le reconnaître. Voilà pourquoi donc nous appelons les membres de la majorité, puisque les 8 autres élus de gauche, je ne me fais pas d'illusions, à voter
a refusé de voter l'attribution d'1 centime de plus à cette association. Sinon, on va devoir vite remplacer son fameux slogan « Touche pas à mon pote » par « Touche pas à mes subventions ». Merci. La lutte contre les discriminations est évidemment une question de citoyenneté, est une question éminemment politique, puisqu'il s'agit de faire en sorte de pouvoir faire évoluer les mentalités sur ces questions-là. Visiblement, on a encore beaucoup de travail, et heureusement que ces associations existent, quand on entend malheureusement ce genre de discours. Et c'est une association qui bénéficie évidemment du soutien de la ville de Metz, mais pas que. Elle bénéficie également du soutien de l'État, là aussi sur ces sujets-là, pour poursuivre et pérenniser ces actions qui sont dans notre société et au regard des évolutions des actes racistes et antisémites, entre autres, dans notre pays, et avec l'augmentation et la banalisation des idées que parfois, en effet, vous portez au Rassemblement national, sur des idées qui visent, et on en a déjà parlé ici, qui visent plutôt à diviser qu'à rassembler. Oui, je vais simplement rappeler à Monsieur Alloy que dans SOS Racisme Moselle, il y a SOS Racisme. Je veux bien que vous soyez un fan du local, mais il y a également une envergure nationale en fait aux questions sociétales, Monsieur Alloy. Et simplement, si vous avez envie en fait de donner de l'argent au Parti socialiste, mais prenez votre carte. Prenez votre carte auprès du 21e adjoint et vous allez donner de l'argent au Parti socialiste. Mais moi, j'ai pas envie que les Messins ils donnent de l'argent au Parti socialiste, parce que Harlem Désir, ancien président de SOS Racisme, secrétaire général du PS. Julien Drey, ancien membre de SOS Racisme, bureau national du PS. Malek Bouti, SOS Racisme, bureau national du PS. Donc, si vous avez envie de donner votre argent au Parti Socialiste, faites-le avec le vôtre, Monsieur Alloy, et pas avec celui des s'il vous plaît, Vous s'il vous parlez plaît. des membres locaux, mais pas du tout. Bon, monsieur a terminé. D'abord, exemple type, je le disais, de l'amalgame, du raccourci. Très souvent, non mais monsieur Anstedt, j'entends les responsables de votre parti, et je le redis, dénoncer, et parfois à juste titre, sur le plan de raisonnement intellectuel, les raccourcis que l'on peut faire. Vous avez donné quelques exemples. Prenez le passé des membres fondateurs du RN à ce qu'il est aujourd'hui, par des raccourcis, eh bien on peut faire les amalgames les plus outrageants pour vous. Et vous êtes toujours un gamme, oui, je n'ignore rien de l'histoire de la création d'SOS Racisme à l'époque, des fonds secrets, etc. Puis après, mais comme pour l'UNEF, comme pour l'UNI de la réserve parlementaire, etc., pour financer, je connais toute cette histoire et des liens. Il n'en demeure pas moins. D'abord, même SOS Racisme, au plan national, sur plusieurs décennies, a énormément évolué, a eu des responsables nationaux qui ont pu avoir, qui n'étaient plus du tout, qui se sont largement affranchis du PS, où étaient effectivement majoritairement les membres fondateurs, pour se consacrer à l'essentiel de la mission, et sans être inféodé à quelques dirigeants politiques que ce soit. Que ces orientations vous déplaisent. Comme vous avez une propension naturelle, on a encore eu sur les débats, même ici en interne, sur la question religieuse, à opposer ou à discriminer les citoyens en fonction là de la foi ou de l'origine, que ce discours ne vous plaise pas, je peux en convenir, puisque votre fond, même quand vous prenez beaucoup de précautions, consiste à opposer les citoyens d'une même nation ou les citoyens d'une même ville, en fait, sur des critères d'origine, sur des critères de religion, sur des critères qui peuvent amener à une discrimination entre les citoyens. Donc, et que SOS Racisme qui combat efficacement le racisme, qui parfois était faible dans une autre forme de racisme. Je l'ai même écrit. Pour moi, qui ai toujours combattu tous les racismes, ce qui est très difficile à admettre, j'ai été un des premiers. Je vous renvoie un bouquin que j'ai écrit en 2008. Je dénonçais le racisme provenant de communautés d'origine étrangère ou de diaspora, où l'antisémitisme provenait pour. Dans les années 2000, il n'était pas du tout de bon ton de dénoncer. Je l'ai fait avant beaucoup d'autres. Mais j'étais très gêné quand j'étais approuvé dans ces écrits par ceux qui, eux, pratiquer un racisme, je dirais plus classique, des Français se revendiquant de souche contre les communautés d'origine étrangère. Voilà. Donc, beaucoup de militants et des responsables d'SOS Racisme, en tout cas de ce que je n'ai au plan local, et le discours national d'SOS Racisme a plutôt évolué, combat absolument tous les racismes. Tous les racismes, quels que soient
C'est-à-dire qu'il soit celui qu'a pour origine les Français se revendiquant de souche, ou que ça vienne au contraire de Français appartenant à telle ou telle diaspora. Et va combattre un racisme anti-blanc, anti-chrétien, comme un racisme anti-musulman ou l'antisémitisme ou d'autres. Bon. Et peut-être que plus que d'autres associations, ils ont eu beaucoup de débats, des conversions, ou eu des évolutions, et il faut le mettre à leur crédit. Deuxièmement, comme l'a rappelé M. Alloy, puisque vous avez voulu, M. Chomard a voulu faire du droit et de la comptabilité, qu'il s'agit d'une association. Nous ne versons pas une subvention à SOS Racisme Mouvement National, mais à une association loi de 1908, dont les statuts sont déposés au greffe du tribunal de Metz, qui est en parfaite conformité, et c'est cette association-là qui est cofinancée. Elle reçoit bien d'autres subventions, et d'ailleurs, on remarque que notre subvention est infinitésimale par rapport au budget total de l'association, et qui mène des actions de terrain très concrètes. Je veux dire, d'accueil et d'accompagnement de victimes de racisme, des actions pédagogiques en lien avec l'éducation nationale, des actions plus festives, et donc rentre totalement dans l'objet de la subvention. Voilà. Donc pas du tout cette approche idéologique que vous avez. Je comprends la vôtre. Je ne la partage pas du tout, et notre objectif à Metz, c'est de lutter absolument contre tous les racismes, et pas seulement de façon répressive, une fois que les personnes sont victimes de racisme, de discrimination affirmée, voire même d'agression, mais c'est de le combattre en amont dans les têtes. Voilà, exactement comme on essaie d'agir contre les violences contre les femmes ou les violences intrafamiliales. Voilà. Donc, et réellement, l'association SOS Racisme Moselle y contribue. Et je le dis, en partageant pas du tout toutes les positions d'SOS Racisme, en regrettant même prise de position nationale qui amalgame aussi un peu, ou toute expression, par exemple, d'une volonté de contrôle effectif de l'immigration ou d'une application effective de décisions administratives ou de justice est parfois interprétée abusivement comme une expression raciste, alors que pour moi, ce ne l'est pas du tout. Voilà. Mais si je ne devais pas refuser les subventions à toutes les associations dont les responsables ont parfois des positions qui ne sont pas mon opinion, je crois qu'on ne subventionnerait pas beaucoup d'associations, et on subventionne les associations pour l'action qu'elles font au bénéfice de la population. Merci. Monsieur Chomard avait une question sur la pédocriminalité dans le périscolaire. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, ma question concerne un sujet grave pour tous les parents de jeunes enfants et grave pour la société elle-même. L'actualité récente a mis en lumière dans de nombreuses villes des scandales liés à des actes pédocriminels envers des enfants, parfois très jeunes, lors du temps périscolaire. L'exemple le plus connu est bien sûr Paris, où une centaine d'enquêtes est en cours et pour des suspicions graves de violence, et où 78 animateurs du périscolaire ont été suspendus, alors même que les élus de cette ville avaient affirmé pendant des années que tout était sous contrôle et avaient même moqué et raillé ceux qui soulevaient quelques interrogations. Je vous épargne évidemment le détail des actes suspects, mais vous imaginez bien qu'ils révèlent la plus grande noirceur de l'âme humaine, celle qui consiste à s'attaquer aux êtres les plus purs, les plus innocents et sans défense de notre monde, à savoir les jeunes enfants. Je précise d'emblée que l'objectif de cette question n'est pas d'accuser a priori les professionnels, ni de jeter l'opprobre sur les services ici à Metz, parce que fort heureusement, notre périscolaire semble épargné de faits aussi monstrueux. La question ne vise qu'à prévenir, afin que cela n'arrive pas ici, car pour certains spécialistes, les affaires qui ont été mises en avant ne seraient que la face émergée d'un phénomène en réalité très répandu. La pédocriminalité est un phénomène assez saillant de notre époque, sur lequel il est nécessaire de mettre les mots, car toute personne saine doit se demander comment nous en sommes arrivés parfois à laisser de telles omertas prospérer. Tout comme la délinquance du quotidien, la pédocriminalité n'est pas traitée, je pense, avec la sévérité qu'elle mérite en France, que ce soit au stade de la prévention comme de la punition. Hélas, nous vivons sur un héritage de 50 ans de diffusion d'idées absolument délétères dans une grande partie de la magistrature et même de la profession d'avocat. Je veux parler des concepts comme la défense sociale nouvelle, pour qui finalement le criminel n'est jamais qu'une victime de la société. C'est un faux humanisme qui a conduit à tolérer l'intolérable.
C'est une position strictement personnelle, mais moi je considère que les personnes qui commettent ces actes envers les enfants ne peuvent pas réellement être soignées. Elles sont sujettes à des pulsions, parce qu'il y a chez elles une incompréhension totale, si vous voulez, de ce qu'est l'enfance. Et d'ailleurs, même souvent condamnées, elles tentent toujours de recommencer. C'est la raison pour laquelle j'estime, pour ma part, qu'il n'y a aucune excuse à trouver à leur comportement et qu'elles ne méritent d'ailleurs aucune forme de pardon ou de rédemption, du moins dans ce monde matériel. Pour en revenir au cœur de ma question, si des actes ont pu se produire dans le périscolaire, dans de nombreuses villes, c'est en raison de dysfonctionnements en série au sein des administrations municipales, aboutissant à une omerta généralisée et à une déresponsabilisation des élus et des fonctionnaires à tous les étages de la hiérarchie. C'est ce qu'on a observé. Les facteurs qui, dans certaines mairies, ont conduit à laisser les enfants vulnérables face aux prédateurs sont désormais bien connus et rapportés par la presse, dans des dossiers abondamment illustrés. Instauration de la semaine de 4 jours et demi, qui a renforcé la nécessité du périscolaire et ses personnels, carence dans le recrutement des animateurs, manque de communication des antécédents judiciaires, disparition des signalements portant sur des comportements inappropriés, absence de sanctions, animateurs déplacés d'un service à un autre, protection excessive de certains syndicats, empilement de structures et de postes qui conduisent à diluer les responsabilités. Ces facteurs sont aggravés par le contexte plus large des grandes difficultés à recruter des animateurs du périscolaire formés et bien formés, alors même que le nombre d'enfants concernés par ce service a fortement augmenté, notamment dans les grandes villes. Tous les lieux, à notre sens, tous les lieux où les enfants sont, doivent être ultra sécurisés. Et tout acte, même minime, doit conduire à des sanctions exemplaires et à mettre ces individus au banc. Voilà pourquoi nous souhaiterions que vous rassuriez simplement les parents sur les procédures Messine qui existent ou qui pourraient exister. Et c'est la raison des questions suivantes. Premièrement, des signalements, enquêtes ou condamnations pour des faits similaires ont-ils déjà eu lieu dans le périscolaire de Metz depuis le début du mandat de 2020 ? Deuxièmement, qu'en est-il du recrutement des animateurs du périscolaire ? Existe-t-il des vérifications préalables d'honorabilité ou un entretien, par exemple, avec un psychologue ? Aussi, quels sont les contrôles internes sur les professionnels ? Troisièmement, la mairie de Metz consulte-t-elle, pour chaque recrutement, les extraits de casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ? C'est possible pour les collectivités. Quatrièmement, existe-t-il un système centralisé et une chaîne de responsabilité identifiable permettant à des signalements éventuels d'être traités rapidement ? J'ajoute une dernière question qui ne figurait pas dans la version écrite de ma question. Je voudrais savoir aussi si la mairie de Metz collabore avec des associations qui sensibilisent justement les enfants à ces questions, puisqu'un des nombreux problèmes est que notamment les jeunes enfants, et surtout ceux qui ne sont pas dotés de tous les outils de la parole, n'arrivent pas tout simplement ou n'osent pas en parler. Voilà, j'espère que nous aurons des éléments de réponse si possible précis et si possible rassurants. Merci. Bien, monsieur le conseiller municipal, la protection des enfants constitue bien sûr une priorité absolue pour la municipalité. Des faits dramatiques récemment révélés dans plusieurs collectivités, notamment dans la capitale, ont suscité une émotion légitime et même une colère. Ils appellent de notre part une vigilance permanente et un renforcement continu de nos dispositifs de prévention. Il est toutefois nécessaire de rappeler que la très grande majorité des professionnels de l'animation, de l'éducation et du périscolaire exercent ces missions avec compétence, engagement et dévouement auprès des enfants. Il serait donc être question de jeter une suspicion généralisée sur ces personnels, tout en veillant à mettre en œuvre tous les moyens permettant de prévenir les risques. Vous me demandez si des signalements, enquêtes ou condamnations pour des faits similaires ont déjà eu lieu dans le périscolaire depuis le début du mandat en 2020. À ce jour et depuis 2020, la ville de Metz n'a pas connu de faits de cette nature dans ses accueils périscolaires. Naturellement, si une situation susceptible de mettre en danger un enfant a été portée à la connaissance de la collectivité, elle ferait immédiatement l'objet de signalements et des mesures prévues par la loi en lien avec les autorités judiciaires et administratives compétentes. Notre exigence est simple. Aucune alerte ne doit être ignorée et chaque situation doit être traitée avec la plus grande réactivité. Dans vos questions 2 et 3, vous me demandez si la mairie consulte pour chaque recrutement les extraits du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, et demandez ce qu'il en est du recrutement des animateurs du périscolaire et s'il existe des vérifications préalables d'honorabilité ou un entretien avec un psychologue. Et enfin, quels sont les contrôles internes sur les professionnels. Alors, tout recrutement de personnel en contact avec des mineurs donne lieu à la consultation systématique du bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
Les personnels contractuels font aussi l'objet de cette vérification à chaque renouvellement de leur contrat. Nous appliquons des procédures de recrutement rigoureuses qui concernent également les personnels des associations intervenant pour le compte de la ville dans le cadre périscolaire. La loi impose une attestation d'honorabilité uniquement dans le cadre des personnels de la petite enfance pour l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Concernant le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, la réglementation actuelle ne prévoit pas une consultation directe par les collectivités locales, tout comme elle ne prévoit pas la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Toutefois, nous avons échangé avec le secrétaire général de la préfecture et convenu qu'à partir de septembre, ces fichiers soient accessibles par leur intermédiaire à la direction des ressources humaines pour le recrutement des personnels en contact avec des mineurs. Il n'existe pas de disposition réglementaire imposant un entretien avec un psychologue lors du recrutement. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'un psychologue soit forcément un détecteur de mensonges. Je ne suis pas certain là de l'efficience de cette mesure. Vous me demandez s'il existe un système centralisé, une chaîne de responsabilité permettant des signalements éventuels traités rapidement. Oui, la ville dispose d'une organisation hiérarchique clairement identifiée, permettant la remontée immédiate de toute information préoccupante. Chaque temps de l'enfant est encadré quotidiennement. D'abord, les responsables de secteurs éducatifs, qui seront 13 à la rentrée, répartis sur l'ensemble de notre carte scolaire. Il y a également les responsables des restaurants scolaires, au nombre de 23, et les adjoints pédagogiques pour le temps de midi, au nombre de 19. Et pour le périscolaire qui est confié aux associations, des coordinateurs et des référents sont clairement identifiés par la ville. Toutes ces personnes sont sensibilisés à repérer d'éventuels mal-être des enfants en lien avec les services d'éducation nationale. Tout repérage fait l'objet d'un signalement et je n'accepte aucune rétention d'informations, aucune inertie, aucune mollesse. Enfin, le gouvernement a présenté le 27 mai dernier un projet de loi visant à renforcer les contrôles d'antécédents judiciaires de l'ensemble des personnels intervenant auprès des enfants et c'est heureux. Ce texte prévoit notamment une procédure formalisée de consultation des fichiers, donc à la fois sur les infractions sexuelles et sur les infractions terroristes via les services préfectoraux. Un contrôle périodique et continu au-delà du simple contrôle au recrutement. La création d'une liste noire empêchant tout réemploi d'un agent ayant eu des comportements inappropriés avec des mineurs, y compris sans condamnation définitive. Voilà. Le rapprochement des fichiers de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports pour éviter les transferts de personnel sanctionnés. Les propositions de la loi Moret examinées concomitamment au Sénat prévoient la généralisation de l'attestation d'honorabilité et la possibilité accrue de suspension immédiate. La ville de Metz applique déjà au maximum ce que la loi autorise et nous appliquerons sans délai de nouvelles obligations qui seront adoptées. La protection des enfants exige une vigilance de chaque instant et nous effectivement remplissons pleinement cette responsabilité avec rigueur, transparence et détermination. Monsieur le maire, merci. Ces réponses nous satisfont parce qu'elles sont effectivement extrêmement claires, précises et exhaustives. Je parle évidemment comme conseiller municipal, mais je parle aussi comme père d'un enfant de 2 ans, donc je suis assez sensible à ces questions. J'ouvre une réflexion, ce n'est pas vraiment dans l'objectif que vous répondiez totalement, mais il se trouve que les actes dénoncés, les actes suspectés sont, dans la quasi-totalité des cas, le fait d'hommes. Et il y a une vraie question qui a été soulevée par certaines personnes de la présence d'hommes, parfois jeunes, auprès d'enfants en bas âge. Et si vous voulez, c'est un facteur d'accumulation de certains facteurs aggravants qui peut les mettre en danger. En tout cas, personnellement, je serais assez mal à l'aise que mon enfant soit encadré par des jeunes hommes. C'est un sentiment purement personnel. Et je voudrais juste savoir ce que vous en pensiez éventuellement, et si je ne discrimine personne, hein, évidemment, mais voilà, c'est une question que des parents se posent. Je vous le dis parce que c'est une question que des parents se posent et je ne suis pas le seul à me la poser. Je n'accuse personne, mais je pense que ça doit faire partie des réflexions générales sur le périscolaire. Monsieur Chomard, je ne partage pas votre point de vue.
Vous êtes père, moi j'ai été père de famille, même père de famille monoparentale, assumant la totalité de l'autorité parentale chez grand-père. Et ça m'a choqué que des parents refusent la présence d'hommes dans des crèches, shelters, garderies et plus encore dans le périscolaire. Quand on a un service de 120 personnes, avec seulement 3 hommes, même plus que 2, on avait un directeur adjoint qu'on regrette profondément parce qu'il est décédé prématurément et qui est un homme absolument exemplaire. Quand on a 2 ou 3%, moi je ne préjuge pas de la pédophilie des hommes. Donc moi c'est que nous soyons extrêmement vigilants, rigoureux, durs dans la sanction, ne permettent pas certainement, mais considérer qu'on exclut tout un genre d'une profession en considérant que les enfants, je renvoie à tout ce que ça peut conforter comme idée sur l'incapacité des hommes à partager une autorité parentale dans les projets de divorce, où parfois là, ce sont les hommes qui peuvent être très maltraités et bénéficiant de préjugés très défavorables. Donc je suis pour l'égalité stricte, donc conforter dans l'idée que les hommes ne seraient en fait intrinsèquement inaptes à s'occuper d'enfants, moi, est une idée qui me choque. Voilà. Donc je la partage pas, clairement, ni dans la petite enfance, ni dans le périscolaire. Par contre, que nous soyons d'une extrême vigilance, vérité, que voilà, c'est autre chose.